tous. Donc on va démarrer. J'aimerais bien savoir si dans le chat vous pouvez m'écrire un message pour confirmer que le son est à peu près correct, si c'est possible. Merci à tous. Peut-être rapprocher un peu le micro comme ça. Voilà. Je pense qu'il y a un petit décalage de toute façon avec la vidéo, c'est normal. Je vais aussi faire dans le chat. Il y a du son, c'est bon. Je vais attendre quelques confirmations parce que je vois pas encore de confirmation sur le chat. Ah oui, c'est bon. Si, allez, elle m'a dit c'est bon. Ok, très bien. Et ça va, le son est clair, il n'y a pas de souci. D'accord, parfait. Ouais, donc c'est une première. Forcément, on est obligé de s'adapter parce que mesures sanitaires, etc., etc. Donc on va faire un peu ce que font les streamers de jeux vidéo. On va utiliser Twitch pour la première fois, donc soyez indulgents. Voilà, c'est la première fois que j'utilise Twitch. J'avais déjà été invité dans des émissions, mais c'est la première fois que moi je stream personnellement. Donc voilà, si ça marche bien, en fait, on va renouveler l'expérience avec les prochaines formations. Donc je vais remettre le lien. Et comme il y a des gens potentiellement à l'extérieur qui vont voir la vidéo, parce qu'on va aussi enregistrer et diffuser ça après pour ceux qui n'ont pas pu suivre et puis potentiellement pour d'autres personnes, je vais récapituler un peu le contexte. Donc on a commencé à faire des formations pour renforcer certaines choses dans nos équipes et aussi dans notre société. Et donc j'ai remis le lien des formations qu'on est en train de diffuser donc, sur le chat. Et il sera remis aussi dans le résumé de la vidéo. Et on avait fait il y a à peu près 3 semaines une formation sur Git, dans laquelle, enfin sur la méthodologie de travail en mode collaboratif, notamment avec Git, mais aussi avec GitLab et les Kanban, board, etc., pour montrer l'avancement des tâches, etc. Et dans la même logique, on va poursuivre en faisant les tests unitaires aujourd'hui. Donc je vais commencer par dérouler quelques slides que j'ai déjà l'habitude de dérouler depuis plusieurs années. En fait, c'est la 3e ou la 4e fois que je vais faire cette formation. Je l'avais déjà fait dans des entreprises en France à l'époque. J'ai redesigné un peu les slides, mais c'est à peu près le même contenu. Donc il y a certaines définitions qui peuvent paraître un peu vieillottes aussi. Et après ça, on va, comme la dernière fois, faire un cas pratique sur notre plateforme youprodit.com, donc toujours sur le même sujet. La dernière fois, on avait fait ensemble du peer programming pour développer la partie gestion des IP à bannir. Vous verrez qu'il y a quelques évolutions que Gadoul a fait depuis au niveau UX pour que ce soit un peu mieux que ce qu'on avait pendant la formation. Et donc l'idée, ça serait de rajouter des tests unitaires sur cette partie. Et ensuite, on verra les équivalences en Python, c'est-à-dire que la première partie, c'est en Java. La deuxième partie, ça sera en Python, puisque c'est les deux langages qu'on fait majoritairement chez nous. Donc c'est bien de voir les équivalences dans les deux langages. Et donc là, ça sera vous directement qui pratiquerez. Donc je vous invite déjà à regarder le repo que je vais ouvrir aussi de mon côté. C'est le Suho repo unit test, dans lequel vous retrouverez les slides qui sont en train d'être déroulés, mais aussi le code des tests qu'il faudra développer, quoi. Donc vous avez une API REST qui tourne dans un conteneur Docker. Et en gros, l'idée, c'est de rajouter des tests unitaires pour tester cette API. Voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure. On va d'abord commencer par dérouler ces quelques slides pour faire quelques rappels. Donc voilà. Comment ça marche? Tac, ouais, c'est bon.
Donc au programme, on va faire quelques rappels, hein. À quoi ça sert de faire des tests, c'est quoi fondamentalement les différences entre les tests unitaires et les tests d'intégration. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de... Les tests, ils ont été beaucoup plus catégorisés et même moi, j'arrive plus à suivre entre les smoke tests, Enfin, voilà, vous allez trouver des dizaines de catégories de tests différents, mais fondamentalement, il y a deux grosses familles. Il y a les tests d'intégration. Dedans, vous allez avoir plusieurs catégories, les end-to-end, les tests fonctionnels, etc. Et les tests unitaires. Et aussi quelques rappels sur la démarche du TDD et comment écrire un test qui a du sens et qui dure dans le temps et qui permet de faire de la refactorisation en anticipant les régressions sur le code. Évidemment, comme on commence avec Java, on va partir du framework JUnit, qui est toujours aujourd'hui celui qui est le plus largement utilisé pour faire des tests unitaires en Java. On va parler aussi d'une alternative que personnellement moi j'aime bien qui s'appelle Assertj, qui permet d'écrire ce qu'on appelle des assertions. Je vais revenir sur le concept d'assertion, mais de manière un peu plus expressive voilà, en fluent coding style, on y reviendra. Et ensuite, on va parler d'une partie très importante qui est essentielle pour moi pour faire des tests qui sont vraiment unitaires, c'est les objets, ce qu'on appelle les objets simulacres en français, donc c'est un terme un peu barbare. En anglais, c'est les mocks, tout simplement. Et on va rappeler aussi ce que c'est que la différence entre un mock et un stub, parce que c'est pas toujours bien compris. Et voilà. Et donc on va partir sur le framework le plus populaire pour faire des mocks en Java, qui est Mockito, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, mais je pense que ça fait 10 ans que j'en fais, et je pense que c'est toujours le plus populaire aujourd'hui. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, après on va faire une petite mise en pratique sur yoproject.com, et après on verra comment ça marche en Python, sachant qu'en Python, il y a quand même une différence de philosophie assez significative. Voilà. Mais on y reviendra. Ok. Donc, en gros, on va rappeler brièvement. Donc, j'ai des slides qui sont un peu riches en texte. C'est parce que, en fait, après, je les distribue et puis normalement, on peut les suivre même sans vidéo, quoi. Voilà, c'est pour ça. Donc, principalement, les tests, ils sont là pour anticiper qu'il n'y ait pas de régression sur le code dans le temps. C'est-à-dire que, en théorie, on a des spécifications qui sont demandées par des product owners ou des responsables fonctionnels ou ce que vous voulez. Et le code, il peut être amené à évoluer, à changer aussi, puisqu'on fait des évolutions où il y a des anomalies. Et les tests sont là pour anticiper qu'il n'y ait pas d'anomalie et que si je fais une refactorisation, ça continue de fonctionner, etc. etc. Donc forcément, un bon test, il devrait ne pas trop évoluer dans le temps, même si le code évolue, il devrait évoluer dans les deux conditions, c'est soit les specs elles changent, que ce soit une anomalie ou une évolution, il y a un changement de spécification, donc dans ce cas-là on réécrit les tests. Par contre, si c'est vraiment de la refactorisation et que ça demande de trop réécrire les tests, c'est qu'il y a un souci et qu'au final on ne peut pas garantir qu'ils vont assurer une non-régression sur le code puisqu'on réécrit les tests aussi à chaque fois. Donc quand on réécrit les tests, il faut vraiment que ce soit pour des bonnes raisons, quoi. C'est-à-dire que les specs ont changé. Donc c'est pour ça qu'on va revenir sur qu'est-ce qu'il faut tester dans un test, parce que des fois on a tendance à tester le code qu'on a écrit et pas à tester les specs. Et c'est aussi pour ça qu'on va parler du TDD après. Voilà. Donc on a déjà eu quelques petites expériences chez nous en Python, hein, puisque c'était un peu le cas. C'est ce qui se ressentait sur certains tests qui étaient écrits, c'est qu'ils avaient tendance à tester le code et pas vraiment les specs, voire pire, tester directement le code du test. Mais on va revenir à tout ça. Les différences fondamentales entre les tests unitaires et les tests d'intégration, c'est que le test unitaire, il va tester de manière localisée si les règles de gestion elles sont implémentées correctement dans une classe ou dans une méthode en faisant abstraction de tout le reste de l'application. Donc par exemple, un test unitaire, il ne doit pas avoir une base de données qui tourne, des fichiers à ouvrir, appeler des web services, appeler des URL pour que ça réponde. Ça ne doit pas exister dans un test unitaire. Le test unitaire doit vraiment se concentrer sur la complexité cyclomatique qui existe dans une méthode. Donc par exemple, s'il y a des if,
des choses comme ça. Il doit tester dans quel cas on rentre dans le if, dans quel cas on rentre dans le else, mais il ne doit pas aller vérifier ensuite que dans la base de données, il y a des choses ou des choses comme ça. Si on appelle une base de données avec une requête SQL par exemple, pour récupérer des données, le test unitaire doit vérifier qu'on a bien appelé la base de données avec une requête. Mais il ne doit pas vérifier qu'une donnée a bien été insérée dans la base. Sinon, c'est plus un test unitaire, ça devient un test d'intégration. Et les deux types de tests sont très importants. Mais ceux qu'il faut mettre en place en priorité, en général, c'est plutôt les tests unitaires. Ils vont vraiment couvrir rapidement un certain nombre de choses. Les tests d'intégration, en général, ils sont un peu plus lourds à mettre en place. Ils sont importants aussi. Mais par exemple, on ne va pas les exécuter forcément aussi souvent que les tests unitaires. Par exemple, un test d'intégration, vous allez peut-être le faire quand vous mergez quelque chose. Le test unitaire, il faut pouvoir le lancer systématiquement dès que je fais le moindre changement sur mon poste. Je dois être capable de très rapidement, sans attendre des heures, rejouer tous les tests unitaires pour vérifier que je n'ai pas fait des régressions rapides. Voilà. Donc les deux sont complémentaires, mais en priorité, et c'est ce qu'on fait dans cette formation, on va voir les tests unitaires. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va parler aussi de concept de mock, parce que c'est un bon moyen qui va permettre de faire abstraction des couches qu'on n'a pas envie de tester. Voilà. Un test unitaire, il doit vraiment représenter ce qu'on appelle un scope, donc un périmètre très précis. Par exemple, dans le cas où je fais un écran qui va gérer des adresses IP à blacklister, je vais vraiment me concentrer sur les fonctionnalités, rechercher les IP blacklistés, ajouter une IP blacklistée, enlever une IP blacklistée par exemple. Voilà. Et ça doit tester rien d'autre. Je ne dois pas voir d'autres tests dans cette classe de tests-là. Et je ne dois pas dépendre des autres, c'est pareil. C'est-à-dire que même si c'est dans le même projet, je ne dois pas dépendre des autres classes de mon projet pour tester les méthodes que j'écris dans cette classe-là. Voilà. La démarche du TDD, elle va même un peu plus loin, c'est qu'elle vous préconise d'écrire d'abord les tests. Donc il y a deux façons de faire, soit c'est quelqu'un d'autre qui écrit les tests et quelqu'un qui développe, soit celui qui va développer écrit les tests en premier, ensuite écrit le code pour que les tests passent. Donc les tests, en fait, ils doivent représenter vraiment toutes les règles de gestion qui sont demandées dans le ticket, dans la Jira, dans ce que vous voulez. Et ensuite, une fois qu'il passe, il peut voir s'il peut améliorer son code, le refactoriser, parce que probablement, il y a des choses qui sont factorisables. Quand on écrit le code la première fois et qu'on veut faire passer les tests, on ne fait pas forcément attention à faire le code le plus optimisé possible. Et il doit vérifier que les tests ils continuent de passer. Voilà. Et donc, c'est ça la démarche du TDD. Et le TDD, en fait, il permet de garantir qu'on n'est pas trop influencé par le code qu'on a écrit quand on veut écrire un test. Parce que c'est ça qui a tendance à se passer quand on écrit un test après avoir développé. C'est qu'on va pas faire on va être influencé par le code, on va vouloir regarder si les indicateurs sont bons, comme le code coverage, la couverture de code, qu'elle est le plus proche possible des 100%. Mais derrière, le test, il ne va pas forcément avoir du sens d'un point de vue des règles de gestion. Et potentiellement, si je fais le moindre changement, tout mon test, il part à la poubelle, quoi. Donc ça, c'est pas bon. Voilà. Et c'est pour ça que je disais au début, si quand je fais une refacto, je dois réécrire mon test, c'est que le test n'est pas très pertinent finalement. Ok. N'hésitez pas à envoyer des choses sur le chat, par exemple, si vous avez un souci de diffusion ou quelque chose comme ça. Moi, je regarde régulièrement le chat pour savoir si tout va bien. Donc, n'hésitez pas à interagir dessus. Voilà. Tac, on va passer à la suite. Donc, le framework JUnit, donc très simple, c'est un framework qui permet d'écrire des classes de test. Donc là, j'ai mis la structure globale d'une classe de test. Vous avez des méthodes before class et after class qui sont pas forcément utilisées obligatoirement, mais qui permettent de gérer des choses en initialisant le test ou à la fin du test. Par exemple, JUnit, ça ne sert pas qu'à faire des tests unitaires, mais ça peut potentiellement servir aussi à faire des tests d'intégration. Typiquement, dans les after class, vous allez avoir tout ce qui est cleanage des données que j'ai insérées dans mes bases de données
pendant le test. Voilà, mon test il est en train d'insérer des données, et après je veux qu'il soit le plus idempotent possible. Donc à la fin, je nettoie les données, et donc c'est à ça que peuvent servir. À initialiser les jeux de données, par exemple. Mais on peut utiliser généralement une base de données de test. Aussi. Mais dans ce cas-là, vous pouvez, dans le before, faire le code qui va vous permettre de créer une instance de base. Par exemple, en Java, vous avez aussi des bases in-memory, HSQLDB, ce genre de bases-là qui vous permettent de simuler. Enfin, c'est une vraie base de données memory, en mémoire RAM, mais qui peut être initialisée et supprimée juste après. Vous pouvez aussi rajouter du jeu de données, c'est-à-dire que même si vous avez initialisé votre base avec votre schéma, derrière, vous pouvez dire, bah, mon test, il va tester une partie, mais pour qu'il puisse être testé, il faut quand même que j'ai quelques données qui sont déjà dans la base. Il faut déjà que j'ai des utilisateurs, par exemple. Je veux tester je veux tester la recherche d'utilisateurs. Je ne veux pas tester l'insertion d'utilisateurs dans ce test-là. Donc il faut quand même que j'ai dans mon test quelque chose qui m'initialise le jeu de données. Et pareil pour un test unitaire, on peut initialiser des jeux de données qui sont moqués ou des choses comme ça. Donc c'est à ça que servent ces méthodes before class, after class, before, after. Il y a une petite différence entre les before class, after class et before, after. C'est que before, il va être exécuté avant chaque méthode test. Et il va être exécuté à chaque fois. C'est-à-dire que si vous avez 3 méthodes test, la méthode before, elle va être exécutée 3 fois. La méthode before class, elle va être exécutée qu'au début de tous les tests. Donc c'est pour ça, après, faut structurer son test selon nos besoins. On n'a pas toujours besoin de ces méthodes-là. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on va retrouver, c'est toujours des méthodes qui ont des annotations @test qui sont simplement des test cases. Voilà. Par convention, on prénomme toujours les noms des méthodes de test par test en Java, parce que les anciennes versions des frameworks, il n'y avait pas ces annotations-là. Ils détectaient toutes les méthodes qui commençaient par test, tout simplement. On verra que c'est encore le cas dans d'autres langages. Il y a d'autres langues. Le Python, c'est le cas. Voilà. En Java, c'est plus le cas, on peut les appeler comme on veut, mais par convention, tout le monde continue de faire ça. Mais l'annotation est suffisante pour dire que c'est une méthode de test. Voilà. Ok. Ensuite, on a ce qu'on appelle les assertions. Donc les assertions, c'est simplement des choses qui vont renvoyer un statut si le test passe ou si le test ne passe pas. Donc par exemple, si on veut vérifier l'égalité entre deux valeurs, assert equals va faire que le test va passer si les deux valeurs elles sont bien égales. Excusez-moi. Va tout de suite stopper le test et mettre que le test a échoué si les valeurs ne sont pas égales. Assert not nul, pareil, de la même façon, vérifier la non-nullité, assert nul, la vérification inverse, assert true si c'est une expression booléenne, assert false, et fail qui fait échouer directement le test. Donc après j'ai des exemples, hein. Par exemple j'ai une classe qui permet de faire des additions, voilà. Donc il y a une méthode somme qui vous renvoie la somme de deux nombres, hein. C'est vraiment le truc très très basique, voilà. Là on a une méthode de test qui va vérifier que mes getters renvoient bien la valeur que j'avais mis en paramètre de mon constructeur, première chose. Et ensuite elle va vérifier que la somme vaut bien 3. Donc c'est toujours dans cet ordre-là, c'est valeur attendue, valeur obtenue. Si vous faites l'inverse, ça va marcher aussi, mais le message d'erreur ne sera pas très correct. C'est-à-dire que par défaut, par exemple ici j'ai mis un message d'erreur, on peut surcharger les messages qui vont apparaître pendant les erreurs du test. Si on ne le fait pas, il va vous dire unexpected value, et en fait il va vous donner dans l'ordre j'attendais 3, à la place j'ai eu autre chose. Donc si vous inversez ces deux paramètres-là, en fait vous allez avoir un message d'erreur incohérent. Le test il va continuer de valider correctement, mais vous risquez de ne pas comprendre les messages d'erreur. Donc il faut faire attention à l'ordre. Okay. Juste ici, je posais la question, tout est clair. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat si c'est pas le cas. Et toi aussi, Marouane, tu peux intervenir. Voilà. On est deux sur site aujourd'hui, et puis le plus gros est en distanciel. Ok. Donc on va poursuivre. On peut aussi vérifier qu'on va obtenir des exceptions en Java. Donc par exemple, on a
un champ expected qu'on peut surcharger dans la notation test pour dire que ce test-là, on doit vérifier qu'il y a bien une exception null pointer exception qui va être levée. Donc là, c'est le cas, par exemple, j'ai initialisé une valeur à nul. Ensuite, j'appelle une méthode toString sur un objet qui est nul. Donc forcément, ça va répéter un null pointer exception. Ce test va passer. Le deuxième exemple en dessous, le test va échouer. On peut écrire ce test d'une façon différente. C'est-à-dire qu'il y a certains frameworks où on n'a pas forcément ce sucre syntaxique, on va dire entre guillemets. Et donc, je vais ouvrir un éditeur à côté, juste pour montrer comment on aurait pu l'écrire. Donc je vais copier ça, tac, hop, voilà. Bon, c'est pas un fichier .java, donc je vois pas la coloration syntaxique, mais si vous avez, dans votre langage vous n'avez pas cette annotation, enfin ce moyen de tester qu'il y a des exceptions, la pratique classique, c'est de faire un try catch. Ça va, vous voyez mon écran. Je pense que c'est clair pour toi, Marouane. Je pense que c'est clair dans le live. Donc là, vous faites un catch du null pointer exception, par exemple. Tac. Et dans le catch, vous rajoutez un assert true, par exemple. Pour dire que l'assertion elle passe toujours. En fait, il faut concrètement, pour vérifier qu'on a bien eu un null pointer exception, il faut qu'on asserte, il faut qu'on rentre dans le catch. Si on est rentré dans le catch, le test réussit. Si on n'est pas rentré dans le catch, on rajoute ici une autre instruction qui s'appelle fail, que j'ai montré tout à l'heure, qui elle fait d'office péter le test. En fait, we expected a null pointer exception to be thrown. Voilà. Donc ça, c'est dans tous les langages, en Python c'est pareil, ou etc. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous permet de dire j'attends une exception, ça c'est le moyen le plus simple pour implémenter ça dans un test. Voilà. Maintenant, on a plus simple en Java, donc on n'hésite pas à s'en servir. Il y a encore des cas où ce que je viens de montrer est utile, c'est si vous voulez aller plus loin dans les vérifications. Par exemple, là, on ne peut pas vérifier le message de l'exception. Donc je vais peut-être ouvrir mon éditeur de tout à l'heure. Dommage, j'ai perdu mon truc, c'est pas grave. Tac. Donc ici je fais un fail. Je vais mettre 3 petits points parce que c'est pas grave. Et surtout, dans le catch, au lieu de faire juste un assert true comme j'ai fait tout à l'heure, qui vérifie juste que j'ai bien levé l'exception, je peux asserter que le message de l'exception, c'est bien ce que j'ai envie. Par exemple, si c'est une exception fonctionnelle, c'est pas un null pointer, par exemple, c'est une exception applicative, donc j'ai créé une classe forbidden, ou je sais pas quoi, une classe qui gère des droits, par exemple. Je vais asserter qu'il va bien me dire que the user has not the right to perform this action, par exemple. Avec l'ID du user, par exemple, c'est très utile quand on veut aussi tester des choses qui servent à la prod. C'est que les messages des exceptions, ils ont tous les détails qui permettent de retrouver la cause de l'exception. Donc, par exemple, on va mettre les ID des entités qui ont produit cette exception pour qu'ensuite on puisse aller voir en base pourquoi, qu'est-ce qui manque, etc. Donc, ça peut avoir du sens aussi de tester le message des exceptions. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas le faire avec ça. Avec ce truc-là, vous serez obligé de revenir à un try-catch comme on a fait pour aller un peu plus loin dans les assertions. Ok. Donc ça, c'est ce que je disais, à part les assertions de JUnit de base, hein, que j'ai listées, qui ne sont pas exhaustives, mais ça, c'est les... Voilà, avec ça, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, quasiment. Et ben, il existe des surcouches. Il y en avait une que j'utilisais avant qui s'appelait ArmCrest,
Et en fait, maintenant, j'utilise plutôt Assertj, que je trouve encore mieux, qui permettent d'enchaîner les assertions de manière un peu plus fluent coding style. C'est-à-dire qu'en une instruction, en fait, je vais faire plusieurs assertions. Typiquement, ici, si je reviens en arrière sur le test, sur un même truc, je peux enchaîner 10 asserts sur la même valeur, alors qu'en fait, j'aurais pu faire une assertion un peu plus intelligente, un peu plus expressive pour dire je veux vérifier que le truc n'est pas nul, qu'il vaut telle valeur, qu'il est supérieur à tel truc. Et ben, c'est à ça que vont produire de la valeur ajoutée les extensions comme Assertj. Ici, on a des exemples qui viennent du site officiel. Par exemple, je fais assertzat, le nom vaut telle valeur, donc c'est l'équivalent d'un assert equals. Après, je peux vérifier, il est pas égal à tel truc et il est dans cette liste. Voilà. Ou alors, je veux vérifier qu'il commence par fro, qu'il termine par do et que il vaut. Voilà. Donc, je peux enchaîner plusieurs assertions dans la même expression. Donc ça commence toujours par cette date. Ça a deux avantages. Effectivement, je trouve que les vérifications, elles sont plus lisibles avec ce truc-là, puisque en une ligne, en fait, on va voir tout ce qu'on veut vérifier sur un objet. Et surtout, en fait, on a un seul import statique à faire, assertzat. Voilà. On a besoin que de la méthode assertzat à importer statiquement, alors que potentiellement dans JUnit, en fait, vous voyez tous les imports qu'on doit faire pour... et en fait, on en aura autant pour tous les asserts aussi. Voilà. Hop, j'ai d'autres exemples. Voilà, ça c'est une liste. Je vais vérifier qu'elle contient toutes ces valeurs, qu'elle ne contient pas ces valeurs. Et en plus de ça, c'est un peu intelligent là. J'extracte le name de l'objet de chaque élément de la liste. Donc par exemple là, c'est un objet qui a une méthode getName. Au lieu que je fasse du code qui va me transformer la liste d'objets en liste de string pour avoir tous les noms, et ben directement j'ai le extracting, et donc c'est beaucoup plus sympa comme ça. Après, je peux aussi, par exemple, si c'est pas des getters setters, je peux aussi dire j'extracte tout ce qui correspond à cette méthode. Voilà. Donc ça, c'est grâce au Java 8, hein, comme d'habitude. Je peux rajouter des filtres, je peux rajouter des lambda pour filtrer aussi. Donc là, par exemple, je vais filtrer tous ceux qui contiennent O. Et donc, j'aurais plus que les noms qui avaient O dans le nom. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Bon, c'est toujours la même chose, quoi. Je vais vérifier que ça contient seulement ces éléments dans la liste. Voilà. Ok. Maintenant, on va parler des objets simulacres, donc les mocks. Donc, en français comme en anglais, normalement, on distingue ce qu'on appelle les mocks et les stubs. En français, c'est les bouchons et les simulacres. Les bouchons, en fait, concrètement, c'est vraiment ce sont des fausses applications, mais qui vont vraiment répondre comme des vraies applications. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez bouchonner un web service, on va avoir une URL avec le vrai contrat de service qui va être exposé en HTTP comme un vrai web service et qui va envoyer toujours les réponses qu'on a envie. Donc, c'est pas la vraie application en face. Dans les tests d'intégration où on n'a pas accès à toutes les applications partenaires, par exemple toutes les API, on n'y a pas accès pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes de réseau, etc. Par exemple, on a une appli qui va appeler une API d'une banque pour envoyer des factures ou envoyer des transferts d'argent. On ne va pas le mettre dans des tests d'intégration, on va mettre un bouchon pour... sinon, on va... Voilà. Donc les bouchons peuvent avoir du sens dans certains tests d'intégration où on ne peut pas appeler le partenaire, pareil, les flux réseau ne sont pas ouverts, etc. etc. Ça, c'est un bouchon. Et en fait, on veut quand même faire un test de bout en bout, pas vraiment de bout en bout, mais un test sur notre application complète, c'est-à-dire qu'on va vraiment démarrer notre application et on va vérifier que si j'envoie des requêtes à mon application, je vais quand même pouvoir faire un scénario plutôt complet qui va appeler des bouchons, mais les bouchons vont servir à faire passer le scénario. Donc par exemple, un workflow de facturation, je vais appeler une API qui va envoyer
la demande de transfert à la banque ou le mandat ou ce que vous voulez. Et ensuite, il va mettre à jour ma base de données pour me dire c'est bon, la facture a été émise. Donc moi, mon test d'intégration, il va vouloir vérifier dans ma base de données que j'ai bien changé l'état de ma facture, par exemple. Mais je veux peut-être vérifier que j'ai appelé aussi le partenaire bancaire. Mais je ne veux pas pour autant déclencher une vraie facturation, envoyer des choses à un partenaire qui va me dire vous êtes bien gentil, mais moi mon API elle n'est pas faite pour vos tests, c'est pour la prod seulement. Donc ça c'est courant. On l'a vu dans nos projets, hein, EFE, donc c'était le cas. Donc on a beaucoup de partenaires, on ne peut pas se permettre de les appeler dans un test unitaire ou dans un test d'intégration. Donc c'est à ça que servent les stubs. Pour autant, ça reste du test d'intégration puisqu'on appelle vraiment une API en HTTP. On est obligé de compiler, de démarrer toute notre application pour qu'on puisse faire ça. Et même si on ne démarre pas toute notre application, notre test va dépendre de requêtes HTTP pour fonctionner, donc c'est plus un test unitaire à partir de là. Et les mocks, eux, en fait, le principe est assez proche, mais au lieu que ce soit un vrai contrat d'interface en face, en fait, on va simuler le comportement du client HTTP directement, ou du client de la base de données, ou des choses comme ça avec ces objets simulacres. Donc en fait, on reste dans le test, on ne va jamais sortir, il n'y a pas de flux réseau ou de socket, ou d'ouverture de fichiers, ou de choses comme ça qui vont sortir du test. On va rester local dans le test, dans la mémoire, etc. Et en fait, on va pouvoir directement dire au mock de renvoyer ce que la base de données aurait renvoyé, de renvoyer le JSON que le web service aurait renvoyé, mais on ne sort jamais du test. Et en plus, on va pouvoir aller plus loin qu'avec un stubs, c'est que le mock permet de créer des assertions aussi dessus. C'est-à-dire de vérifier qu'on l'a bien appelé avec tel paramètre. Et ça, c'est super pratique parce que vous avez aussi beaucoup de méthodes où on ne va pas forcément renvoyer des résultats, donc on ne va pas pouvoir forcément faire des asserts classiques, mais on va vouloir vérifier, par exemple, typiquement c'est le cas d'une API REST CRUD qui fait de l'insertion en base, de la récupération. La récupération, on va peut-être asserter le résultat, c'est possible, mais l'insertion en base, on va pas pouvoir vérifier grand-chose. La seule chose qu'on pourrait vérifier, c'est est-ce que j'ai bien envoyé un objet à ma base de données. Et donc là, le mock a beaucoup de sens pour ce genre de test-là. Ok. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions si vous en avez. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous m'entendez bien ou si vous ne m'entendez pas. Je vais peut-être refaire un contrôle sur le son. Si quelqu'un peut me confirmer que le son est clair et correct sur le chat, je vous en remercie d'avance. D'accord, merci. Très bien. Alors, je passe à la page suivante. Donc, en Java, on a plusieurs frameworks qui permettent de faire des mocks. Et le plus populaire, c'est sans contexte Mockito, je pense, aujourd'hui. L'un des plus anciens de mémoire, c'était EasyMock. Donc, c'était le plus ancien, je pense. Mais aujourd'hui, c'est plutôt Mockito qui est très utilisé. Il y en a un qui est utilisé de manière complémentaire, c'est PowerMock, parce que lui, il permet aussi de moquer des méthodes statiques, ce que ne permet pas de faire Mockito. Mockito, on est obligé de moquer des objets et de faire de l'injection de dépendance. Je vais revenir sur le principe d'injection de dépendance qui est assez important pour pouvoir rendre ces applications testables, justement. Mais normalement, si on a bien fait notre travail de rendre nos applications testables, où on peut injecter des mocks, on a rarement besoin de rajouter du PowerMock, quoi. Pour moi, c'est plutôt une rustine pour compenser quand l'application n'est pas bien découplée. Voilà. Donc, j'ai pas parlé de l'injection de dépendance dans ces slides-là. D'habitude, je le fais. Donc, j'ai dû zapper un slide, en fait, par rapport à ma formation précédente. Mais c'est pas grave. Je vais en parler rapidement. L'injection de dépendance, c'est ce qui va permettre c'est un design pattern qu'on appelle aussi l'inversion de contrôle, si je me souviens bien, qui va simplement dire qu'on n'instancie pas directement nos dépendances dans notre classe, on va les injecter.
Et donc, en fait, on les prend soit en paramètres de constructeur, soit avec des getters-setters. Et c'est plutôt une espèce de... Donc en général, c'est un framework qui va s'occuper de gérer l'injection de dépendance. Par exemple, ça va être le framework Spring ou le framework ce que vous voulez. En PHP, vous en avez aussi. En Python, vous en avez aussi pour faire de l'injection de dépendance. Et c'est au démarrage de votre application qu'en fait, tous les objets de type singleton, etc., ils vont être instanciés et injectés les uns dans les autres. Ce qui va permettre, quand on va faire du test unitaire, de pouvoir overrider ce que le contexte de notre application, Spring par exemple, aurait injecté. Par exemple, la couche de base de données, si elle était directement instanciée dans ma classe, je ne pourrais pas le tester facilement. Parce que dès que je démarre mon test, en fait, il va essayer de créer une connexion à la base de données, etc. etc. Donc je vais vous mettre un lien. Je vais le projeter ici. En fait, cette formation-là, je l'ai aussi transformée sous forme de FAQ dans développer.com sur les tests que je vais afficher ici. Et donc, on retrouve à peu près la même chose. Donc ça, je vais vous l'envoyer là, dans le chat. Vous pourriez y accéder. Et notamment sur les mocks, j'ai mis un paragraphe sur l'injection de dépendance avec des exemples de comment on peut l'implémenter très simplement, même sans framework. On n'a pas forcément besoin d'un framework pour faire de l'injection de dépendance. Voilà, par exemple, ici, vous avez une classe A, une classe B. Et vous voyez que la classe B, elle n'est pas directement instanciée dans la classe A. On a un setter et un getter. Et je peux avoir une méthode qui va initialiser l'objet, seulement s'il est nul, par exemple. Et ça va nous permettre, par exemple, si on n'a pas de framework, ça c'est utile quand on n'a pas un framework qui gère l'injection pour nous. C'est ce qu'on appelle du lazy loading, en fait. Si l'objet n'est pas instancié, je vais l'instancier avec ce que j'ai besoin d'instancier. Mais dans mon test, j'aurai la possibilité de setter un mock à la place. Et donc mon mock ne sera pas nul, donc il ne fera pas cette partie-là. Voilà. Concrètement, ça c'est un moyen d'implémenter l'inversion de contrôle sans framework. Mais en Spring, c'est beaucoup plus simple. Vous rajoutez juste des annotations sur vos classes pour dire que c'est des bins. Et directement, avec l'annotation @autoWarrior ou @inject, Spring va s'occuper pour vous de faire l'injection. Et une fois et ça vous permet d'avoir des classes testables avec un minimum de code, puisque vous-même, dans vos tests, vous pourrez faire des inject mocks à la place. On va y revenir. Tac. Donc là, j'ai mis comment on crée un mock en Java. Donc il y a deux moyens. Il y a soit programmatiquement, il y a soit avec les annotations. Je vais y revenir. En fait, au début, il n'y avait pas les annotations dans les premières versions. Donc pour créer un mock, il fallait faire ça. Et ensuite, on pouvait prédire le résultat pour dire dès que j'appelle mon mock avec telle méthode qui a un argument de type classe argument, renvoie-moi ce résultat. Ou si j'appelle ce mock avec la méthode avec une valeur qui équivaut, qui est vraiment exactement égale à cette valeur-là, renvoie-moi ce résultat. Voilà. Et ça, on retrouve la même chose ici. Donc là, c'est un peu plus souple. Ici, vous n'allez pas forcément... ici, ça veut dire peu importe la valeur, si la valeur est de ce type-là, renvoie-moi ça. Ici, il faut vraiment que la valeur elle soit égale à cette valeur-là. Donc, par exemple, ici, j'ai des exemples. Il faut que... alors, je n'ai pas affecté ici. Ouais, je peux vérifier aussi que la méthode, elle n'est jamais invoquée. Donc, il y a aussi un raccourci qui s'appelle never. Moi, j'ai mis time 0 parce qu'avant, il n'y avait que la méthode times, mais maintenant, il y a la méthode never, always, etc., etc. Donc, c'est un peu plus expressif. Et là, vous pouvez vérifier que l'objet a été appelé exactement une seule fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les verify. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est rajouter des assertions sur la façon dont j'appelle les mocks. Donc ça peut être très pratique pour faire des tests unitaires. Donc là c'est les matchers, hein, j'en ai parlé justement, equals pour dire
L'invocation du mock ne doit se faire que si j'équivaut à ces valeurs-là. Ensuite, vous avez any et ses dérivés, anyString, anyLong, anyListOf, any avec la classe en paramètres. Mais plus votre jeu de données il est précis, mieux vous anticiperez les régressions. Donc c'est pour ça que si dans vos tests, vous connaissez votre jeu de données, vous êtes capable de dire mon test il doit appeler ma méthode avec exactement cette valeur-là, c'est mieux d'utiliser equals que any. Parce que du coup, potentiellement, si ce test-là plante, c'est que vous avez une régression ou quelque chose d'inconnu. Plus vos assertions elles sont précises, mieux c'est. Vous ne pouvez pas toujours, hein. Par exemple, quand c'est un nouvel objet que je persiste en base et que l'ID, ça sera un UUID qui n'est pas vraiment prédictible, en retour, là vous allez faire un any string où vous allez essayer de dire, vous allez peut-être rajouter une regex pour dire ça a le format d'un UUID, mais vous ne pouvez pas le prédire à l'avance. Quand c'est une date aussi, par exemple, vous ne pouvez pas savoir si votre test il va être à la milliseconde exactement pareil. Donc ça aussi c'est des erreurs très courantes, c'est quand on fait des assertions sur les dates. Et que le test il prend un peu plus de temps que prévu, ben, il va péter, donc il faut être un peu plus souple avec les assertions. Voilà. Mais si on est capable de maîtriser son jeu de données, c'est mieux d'être précis dans ses assertions. Ensuite, on a le concept en Mockito de spy, les espions, qui sont sensiblement différents des mocks. Et en fait, le spy, c'est un vrai objet que vous allez injecter, mais dans lequel vous pourrez faire aussi des verify, et vous pourrez moquer certaines méthodes. Donc le mock, en fait, c'est un objet simulacre entier, donc il fait rien, tant que vous lui dites pas des when, il va rien faire du tout. Le spy, c'est le contraire, il va faire ce qu'aurait fait la vraie instance, sauf si vous dites when, là il va surcharger le comportement d'une méthode par défaut, et vous pourrez faire des verify. Dans l'esprit où j'ai bien fait mon application correctement avec de l'injection de dépendance, je pense que ça devrait être rarement utile de faire des spies. C'est-à-dire que si votre application elle est bien découplée comme il faut, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure pour PowerMock, je ne suis pas censé avoir besoin d'appeler une vraie instance dans mon test. Par contre, il peut arriver que voilà, j'ai pas envie de me concentrer sur ce mock-là parce qu'il fait pas grand-chose. Ça peut être un raccourci. Donc, par exemple, c'est un truc qui va pas m'ouvrir des fichiers. C'est pas un objet qui va forcément c'est pas un objet qui va forcément faire des choses que ça ne devrait pas faire dans un test unitaire, donc ouvrir une connexion à une base de données, appeler un web service. Mais j'ai quand même envie de faire des vérifications dessus. Par exemple, un logger. Un logger, dans le contexte de log par défaut dans les tests, il ne va pas ouvrir de fichier. Par contre, je vais peut-être vérifier que j'ai bien appelé mon logger avec tel paramètre. Donc là, potentiellement, ça peut être pratique d'avoir un spy pour faire des verify dessus. La différence avec Python, et je vais y revenir, justement, c'est que Python, il n'y a pas ce concept, les mocks ne sont pas vraiment des objets, on moque directement les méthodes, on patch directement les méthodes. Donc en fait, en Python, tout est spy quasiment. C'est-à-dire que c'est à vous d'annuler le comportement de chaque méthode, sinon il va faire le comportement de la vraie méthode. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des différences d'approche entre les langages et on va y revenir. Donc ce que je vous dis là, par exemple, de différencier les mocks et les spies, en Python, ça n'existe pas vraiment. Avec le framework unit test, tout est spy. Mais on arrive à reproduire le comportement des mocks quand même. Donc, mise en pratique, on va y revenir. Donc, je vais passer d'abord au Java, avant de partir sur le Python, justement. Et on va passer au Python après. Donc là, je vais ouvrir mon IDE. Donc, je vais rappeler un petit peu le contexte pour tout le monde. On a une feature qui a été développée lors de notre dernière formation sur notre plateforme uProdit, que je vais ouvrir ici. Ça veut bien s'ouvrir, voilà.
Et j'ai un écran de gestion des IP qui va me permettre. Donc il a un peu évolué la dernière fois. Je vois si les IP elles sont associées à des comptes utilisateurs. Et donc cette liste d'IP, c'est une liste d'IP qui est blacklistée. J'en ai 36 en production. Généralement, c'est des robots qui essayent de s'inscrire et qui essayent de publier du spam. Voilà. Et voilà, dès que j'ajoute une liste, dès que j'ajoute une adresse IP dans cette liste-là, elle ne peut plus se connecter à la plateforme YouProdit du tout. J'ai besoin, par exemple, d'en rajouter. C'est ce qui avait été développé la dernière fois. Là, j'en ai rajouté une. J'ai besoin de la rechercher. Donc, je filtre. Voilà. Et j'ai besoin de pouvoir la supprimer aussi. Pardon. Et donc, voilà, ça c'est pour rappeler le contexte. Donc forcément, le code qu'on a ici traduit ce qui a été développé. Hein. On a une méthode de chargement du tableau, de la liste des IP bannis. Donc on appelle un web service qui fetch toutes les IP bannies. Si j'ai un paramètre qui me demande de filtrer, donc je vais le rafficher pour que ce soit clair, parce que peut-être qu'on est passé un peu vite dessus. Ici, j'ai potentiellement un filtre pour filtrer la liste des IP, par exemple, qui commence par 109. Donc voilà, j'en ai deux. Et en fait, ça se traduit par, dans mon URL là-haut, j'ai un paramètre terme égale 109. Je peux aussi chercher celles qui sont rattachées à des mails qui commencent par... voilà. Donc là, j'ai un terme ici. Ok. Quoi d'autre? Donc, c'est ce qu'on voit ici dans le code. C'est ce qui a été fait. Si le paramètre terme existe, j'appelle... Enfin, si le paramètre terme n'existe pas plutôt, s'il est blank, donc ça veut dire s'il a une valeur vide, nulle, espace, chaîne vide, etc., je vais fetcher les 100 premières IP. Je pense que c'est 100. Ouais, c'est 100. Si j'ai un paramètre, j'ai un deuxième web service qui va me permettre de filtrer toutes les IP qui commencent par ce terme ou toutes les emails qui commencent par ce terme. En fait, c'est le même service, mais on appelle notre unité. C'est ça. Alors, vous avez deux URL différentes. En fait, vous avez /band terme. Voilà. OK. Et donc, je vous montre ça parce que du coup, là, on voit déjà dans la structure que on aurait pu faire du TDD et se dire je vais avoir les deux besoins. Je vais avoir le besoin de quand je précise un paramètre et quand je ne le précise pas. Donc déjà, là, je vois d'emblée que j'ai deux méthodes de test à écrire. Où je vais tester justement avec un mock, donc IP service, que je vais moquer parce que c'est pas le web service que je suis en train de tester, c'est le contrôleur. Et je vais tester que en fonction de si je joue avec la valeur de terme, je vais appeler je vais faire un verify soit sur cette méthode-là, soit sur cette méthode-là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va écrire un test unitaire. Donc déjà, on commence par aller sur le projet. On va faire un new window. Ici. Ah. Non. Donc désolé pour les transitions un peu longues. Hein. On n'est pas des streamers pro. Hein. Voilà. Donc on va aller sur notre GitLab. On va aller sur le site de YouProdit, sur le projet. On va regarder les issues. Et petit rappel à la formation précédente, j'ai bien une issue pour les tests unitaires que je vais passer en doing. Donc je vais les écrire, hein, IP Management Controller. Donc, je vais aller sur le projet YouProdit. Je vais me mettre à jour. Et je vais créer la branche fit35 pour ajouter ce test unitaire. Voilà. Tac, je vais la rajouter. Donc je prends le nom de la classe tout simplement, IP contrôleur, et je vais rajouter une classe de test qui a le même nom dans le même package. Voilà. Tac, new. Je pense qu'il y a une autre alternative. Ouais. C'est de cliquer sur la classe et puis créer un test. Oui, c'est possible. Ouais. Moi, je ne suis pas forcément doué avec les raccourcis des IDE, déjà parce que je change trop d'IDE. Ouais. Donc,
Un coup c'est VS Code, un coup c'est VI, un coup c'est ça. Donc je peux... Ouais, c'est possible. Ouais. Donc ça m'étonne pas, mais c'est pas grave. Ensuite, bah, du coup, c'est ce que j'ai dit. Je vais déjà, avant même de rentrer dans le détail de l'implémentation du test, je vais découper les méthodes que je vais avoir besoin de tester en. Alors là, on est un peu devant le fait accompli. On n'a pas fait du TDD, mais dans ce cas-là, je vais essayer de retrouver les specs à partir du code. Donc là, j'ai vu déjà qu'il y avait deux specs. C'est chargement de l'écran quand je précise un paramètre terme en filtrant et sans filtre. Donc je vais commencer par les écrire. Private void tac, hop, init screen without filter, without term, je vais plutôt l'appeler comme ça. Donc on va les remplir après. En fait, ça c'est un exercice important quand on n'a pas pu faire du TDD, je pense, c'est de préparer toutes les méthodes qu'on est censé tester à l'avance avec un nom clair. Parce que comme ça, on sait... et je vais déjà préparer les blocs. Donc, given, when, then. Donc ça, c'est issu d'un nouveau mouvement. Moi, ça fait plus longtemps que je faisais des tests, mais en ce moment, on entend parler beaucoup de ce qu'on appelle le BDD, qui s'appelle le Behavior Driven Development. Et à la place de simplement tester, enfin c'est comme du TDD, mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que je vais vraiment faire mon test en fonction des specs qui sont écrites dans un certain format, given, when, then. Il y a des langages pour ce format-là, comme le Gherkin, justement, qui sont en train d'être de plus en plus à la mode, c'est-à-dire que vous avez un langage commun entre les personnes du métier et les personnes techniques, qui va être ce Gherkin là, et par exemple dans la Jira, quelqu'un va pouvoir vous écrire directement le given, when, then, etc. Moi pour l'instant, comme je ne suis pas expert de ces trucs là, je sépare juste en 3 blocs mes tests en disant given, when, then, mais c'est pas ça encore le Gherkin, hein, pour dire je veux faire ce scénario là. Mais en tout cas, ça permet quand même si c'est des tests unitaires techniques où c'est moi qui vais déclarer les mocks et tout, de garder une cohérence fonctionnelle. C'est-à-dire que je vais plus facilement traduire des specs en découpant mes tests comme ça qu'en faisant un test où tout est mélangé. C'est-à-dire que j'ai un jeu de données, j'appelle cette méthode. Donc ici, dans le given, c'est là où je vais mettre toutes mes données, mes déclarations de mock, etc. Dans le when, c'est l'action que je veux tester. Donc je vais appeler le contrôleur pour initialiser l'écran. Donc déjà, je peux l'écrire... je vais l'initialiser ici, hein, l'objet contrôleur, on l'initialisera après, mais ici je sais déjà que je vais appeler init screen. Pardon. Voilà. Là je sais déjà que j'ai plusieurs mocks à créer, mais on viendra dans l'implémentation un peu plus tard. Mais je sais que déjà que je vais commenter ça. C'est cette méthode-là que j'ai envie de tester, ici. Et d'ailleurs, je vais renommer le test correctement. Donc, moi, la sémantique que j'aime bien, c'est on démarre toujours par test. Ensuite, je mets le nom de la méthode que je veux tester. Et ensuite, je rajoute le use case en question. Donc là, c'est without term. Ensuite, j'en ai un deuxième. C'est with term. Et ensuite, j'en ai un troisième. Je vais en mettre un troisième. C'est... with blank term, c'est-à-dire avec un terme qui a une valeur vide. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et en fait, ça va être exactement le même test que le premier, mais on fait des tests précis parce que s'il y en a un qui pète, en fait, je veux que dans mon rapport, si tout est dans le même test, en fait, on va pas voir tous les échecs. Le fait de bien séparer en plusieurs méthodes fait que je vais avoir un rapport plus précis sur ce qui est passé et pas passé. Mais quelle est la différence entre without term and with black term? Par exemple ici, je vais faire un string terme égale vide. Voilà. Alors que l'autre, je ne vais même pas avoir un terme dans l'objet HTTP request. Donc c'est pas tout à fait le même given,
Par contre, ça va être les mêmes assertions à la fin. Voilà. Mais je pense que c'est le même traitement. C'est le même traitement, mais ça, c'est un truc qui est très important dans les tests. Tout ce qu'on vous dit de factoriser, etc. dans le code, dans les tests, il faut faire le contraire. Pourquoi? C'est ce que je disais, c'est moins le test il est riche, plus il est petit, moins il fait d'appel d'intelligence, c'est-à-dire que si vous avez trop de complexité dans vos tests, même vos tests, il faut les tester en fait dans ce cas-là. À partir du moment où vous rajoutez beaucoup de complexité cyclomatique avec des if, avec des machins dans vos tests, ça veut dire que vos tests deviennent du code à tester. Et ça, c'est pas bon parce qu'on ne va pas faire des tests qui vont tester les tests, quoi. Voilà. Et donc le test, il doit rester bête et trivial et ne pas hésiter même à faire de la duplication, contrairement au code normal. Quand on vous dit qu'il ne faut pas faire de la duplication, il faut factoriser en faisant des méthodes, etc. Dans le test, c'est mieux de dupliquer, carrément. Et pour deux raisons. Parce que comme ça, vous êtes à peu près sûr que votre test, il est bête et qu'il n'y a pas trop de complexité à tester et que donc il n'y a pas trop de bugs. Et le deuxième cas, c'est que plus vos tests ils vont tester un seul truc, plus votre rapport il va être mieux exploitable. C'est-à-dire que par exemple, si ce test-là il passe without term et que blank term ne passe pas, moi j'aimerais bien avoir dans mon rapport que without term c'est passé et que blank term c'est pas passé. Si j'avais mis ça dans la même méthode, j'aurais le test n'est pas passé, mais j'aurais pas la précision de quel est vraiment le use case qui est pas passé. Donc c'est pour ça que je préfère que ce soit expressif. Après bien sûr, si vous avez une méthode utilitaire, par exemple il vous manque une assertion, vous voulez faire une assertion un peu plus générique, un peu plus complète, parce que vous pouvez aussi rajouter vos propres méthodes d'assertion, là faut pas hésiter à créer une méthode générique pour tout le monde. Mais elle doit être testée aussi. Ça veut dire qu'à partir du moment où je rajoute une classe utilitaire pour mes tests unitaires, hein, par exemple un assert de plus haut niveau, cet assert-là, il doit avoir sa classe de test aussi parce que c'est du code que vous avez produit, donc il faut le tester unitairement. Voilà. Donc c'est ça le risque, c'est qu'à partir du moment où vous faites du code générique intelligent, ça vous demande de le tester aussi. Si vous faites des choses bêtes comme ça, le framework JUnit, il a déjà été testé par les gens qui maintiennent JUnit. Voilà. Donc c'est ça la différence. Dans le principe, vous ne testez pas les libs qui ont été développés par d'autres. Chacun a déjà créé ses tests unitaires sur ces libs. Sinon, votre travail ne va jamais se terminer. Voilà, si vous commencez à penser comme ça. Et donc, voilà, les tests doivent être le plus trivial possible. Contrairement, et ça, voilà, c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse du dev. C'est pour cela, généralement, il y a des gens qui sont métier et le faire. Ouais, c'est ça. Ça demande pas le même mindset. Et justement, il ne faut pas être influencé par le mindset du dev quand on fait des tests, et l'inverse. C'est-à-dire, faut pas non plus écrire le code aussi mal factorisé que les tests. Voilà. On va regarder un peu, je retiens pas toujours, je vais rajouter les annotations pour dire qu'il me faut le Mockito JUnit Runner pour faire l'injection des mocks. Et donc là, par exemple, je sais que mon contrôleur, je vais devoir rajouter ces deux annotations-là, justement, de dire que c'est un spy et inject mocks, parce que c'est vraiment la classe que je veux tester, mais je veux pouvoir automatiquement injecter des mocks dans les getter setters, et pour ça, j'ai besoin que ce soit un spy. Voilà. Ensuite, on va voir toutes les méthodes que j'ai besoin d'implémenter. Donc là, je me suis concentré sur cette méthode-là, qui est la plus riche. Après, j'ai aussi ces deux méthodes-là, perform ban IP, perform unban IP. Voilà, ok. Et en fait, donc il n'y a pas d'intelligence ici, j'ai pas de if, je vois juste que j'appelle un autre web service. Donc pour moi, j'ai que deux méthodes à appeler. Voilà. Mais en fait, pas forcément, je peux aller plus loin. Mais déjà, je sais d'avance que je vais avoir une méthode pour ce test-là, que je vais écrire ici. Donc je vais dire que c'est le test nominal. Hein. Quand il y a un seul test, c'est ce que j'écris moi personnellement.
Je sais que ça va être la méthode perform ban IP que je vais devoir tester. Voilà. Tac, tac. Et donc là, j'appelle perform unban IP. Donc là, je sais à peu près tous les tests les plus importants qu'il faut que j'implémente pour avoir un maximum de couverture, mais aussi pour couvrir vraiment ce que fait mon écran. C'est-à-dire, mon écran, il permet de filtrer, d'afficher tout, de bannir une IP et de débannir une IP. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on retrouve dans mes tests. Ensuite, je peux aller plus loin, mais on ne va pas forcément y aller parce que ce n'est pas toujours pertinent. Mais je peux aussi vérifier qu'est-ce qui va se passer si mon web service me dit que je n'ai pas les droits pour bannir une IP. Donc je pourrais rajouter des use cases en dessous du nominal pour dire when j'ai pas les droits, quand j'ai les droits, quand j'ai pas les droits, etc., etc. Mais là, déjà avec ces structures-là, même si je refactorise, etc., je sais que je n'aurai pas grand-chose à changer dans mes tests si je fais de la refactorisation. Si je change mon web service, que je change les URL de mon web service, c'est normal que le test il va bouger parce que ce ne sera plus le même contrat d'interface. Et si je ne change pas mon contrat d'interface, normalement il y a peu de raisons que si j'ai bien choisi les mocks sur lesquels je vais faire les verify, parce que ça aussi c'est un autre piège dans les mocks, c'est pas parce que j'ai créé des mocks que je vais toujours faire des verify sur tous les mocks. Il faut faire des verify précis pour répondre à la règle de gestion qui est simplement, la règle de gestion c'est quoi? C'est le nom de ma classe de test. Ça, ce sont en fait les spécifications que j'ai réécrites, voilà, que j'aurais pu voir dans mon ticket à la base. Mon ticket, il aurait pu me dire mon écran doit faire ça, 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 ça. Mais en fait, c'est le nom de ces méthodes. Voilà. Donc on y va. On va commencer par découvrir petit à petit c'est quoi tous les mocks dont je vais avoir besoin. Donc tout ça c'est des mocks, voilà, ça je m'en fous de l'objet request machin, donc je vais les créer. Tac. Mock. Tac. Je rajoute la notation mock. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant avec les annotations que comme j'avais montré dans les slides pour faire l'injection de dépendance. Vous voyez, ça va se passer tout seul. Ce runner-là va s'occuper d'injecter tous mes mocks automatiquement dans mon contrôleur, comme fait le framework Spring finalement. Tac. Hop, voilà. Et donc, qu'est-ce que... Bah voilà, je vais les passer en paramètres. Ça compile, c'est bon, j'ai pas besoin d'autres mocks pour l'instant. Donc on va déjà essayer de le faire passer pour voir s'il y a des null pointer exception. Si j'ai des null pointer exception, ça veut dire qu'il me manque d'autres mocks. Et il m'en manque d'autres. Déjà, normalement je devrais avoir un null pointer exception ici. Donc on attend. Il est en train de compiler tout là. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? No test found in IP controller test. J'ai peut-être oublié autre chose. Ah non, il faut qu'elle soit publique mes méthodes, c'est pour ça. Ici, il va passer parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a même pas un appel. Voilà, j'ai juste initialisé une variable vide. Mais celui-là, il devrait me péter un null pointer exception. Pourquoi? Parce que... tiens, je vais lire un peu les commentaires, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Est-ce qu'on peut tester beaucoup de valeurs dans une même méthode de test? Ça, c'est la première question. Encore une fois, on peut tester plusieurs valeurs, on peut rajouter plusieurs asserts, mais que s'ils ont du sens par rapport à la règle de gestion qu'on a envie de tester. Donc par exemple, là je vais tester que j'ai appelé mon web service pour lister les IP. Si ma méthode elle faisait plus de choses, parce qu'on peut avoir des méthodes qui font plus de choses que ça, dans ce cas-là, ouais, je peux rajouter plusieurs asserts. J'ai l'impression que... Ouais.
on peut rajouter plusieurs asserts, mais il faut que ce soit cohérent avec ce qu'est censé faire la méthode. Et souvent, ça illustre, quand on pose ce genre de questions, que parfois le code aussi il est mal découpé, c'est-à-dire que la méthode elle fait trop de choses. Elle fait 30 000 choses en même temps, donc c'est une méthode qui est difficilement testable. Si vous avez un gros bloc d'assert comme ça, c'est que votre code n'est pas très testable et que très probablement, si vous changez un seul élément dans le code, tout le test il va répéter derrière et donc c'est pas terrible. Voilà. Donc vraiment, si vous avez très peu d'asserts et que vos méthodes elles font une action en particulier, c'est mieux. Voilà. Alors deuxième question, c'est peut-on ajouter avec un terme qui n'existe pas? Bah, c'est le cas en fait, puisque j'ai vraiment les deux cas. Là, c'est là où j'aurais pas de paramètre terme dans mon URL. Et là, c'est le cas où j'aurai un terme qui est blanc, mais je vais pouvoir aussi tester. On va faire le test tout à l'heure. Et là, potentiellement, en fait, dans cette méthode-là, on va s'autoriser de tester plusieurs valeurs blanches. Donc, par exemple, je vais écrire blank, mais on va revenir implémentation par implémentation. Blank value 1. String blank value 2. Par exemple, ici, ça sera des espaces. Voilà. Et string blank value 3 qui sera nul. Voilà. Hop. Donc. Voilà. Donc, on revient sur le test que j'avais dit tout à l'heure. J'ai bien un null pointer exception. Donc, et c'est normal parce qu'en fait, je n'ai pas moqué le web service en question. Donc si je reviens sur mon contrôleur, vous avez cet objet-là. Cet objet-là n'est pas instancié et pourtant c'est une dépendance de mon test. C'est d'ailleurs la dépendance principale qu'on injecte ici. Donc très clairement, je vais devoir créer un mock pour ce truc. Donc je le rajoute là. IP service mock. Et c'est sur ce mock-là en particulier que je vais faire des vérifications. Les autres ne m'intéressent pas tant que ça. Et donc là, je vais repasser ce test-là. Et il va passer normalement. Non, il va pas passer. J'ai encore un autre null pointer exception. Ouais, bon là, justement, on va découvrir tous les trucs de UProdit, les singletons qu'on a besoin pour récupérer l'authentification, etc., etc. Donc on va devoir tous les moquer un par un. Donc c'est ça la dépendance que je dois moquer. Donc ça c'est le singleton qui permet de récupérer la session de l'utilisateur connecté, justement pour vérifier qu'il a bien le droit d'appeler le web service, hein, entre autres. J'en ai encore. Alors là c'est quoi? C'est zip et banni. Ah ouais. Bah oui, il faut que je prédise il faut que je dise à mon mock. En fait, c'est comme ça qu'on va savoir exactement ce que je vais écrire dans mon test. C'est en testant au fur et à mesure. Il faut que mon IP service, quand je l'appelle, fetch ban IP avec des paramètres, va m'envoyer une liste d'objets. Donc les paramètres c'est 0, 100 et une authentification qu'on ne connaît pas. Donc là par exemple je sais que c'est ec de 0L, ec de 100L et là any authentication criteria.class. Et là je vais devoir envoyer une valeur pour pas que ce soit nul. Donc j'importe tout ce qu'il me faut. Voilà. Non. Oui. Voilà. Point then return. Et là, je vais devoir créer un objet. C'est pour ça que il y a ce bloc given. Hein. C'est vraiment pour les données, pour le jeu de données. Donc là, je regarde encore
ce sont des objets IP email VO. Donc je vais en créer un. IP email VO, email égale tag.newinstance.ipvo de ipvo. New instance. On va mettre par exemple 127.0.0.1. Tac. Ça va aller, je pense. Ouais. Ban égale 1. Pour dire que je l'ai bien banni. Voilà. Ensuite, search result email égale new. Et là, je vais initialiser tout l'objet. Je vais dire que dans mon truc, voilà. Donc là, j'ai créé un search result et donc là, j'ai dit à mon mock, si je t'appelle avec 0, 100 et une authentification, peu importe la valeur de cet objet, tu vas m'envoyer cet objet-là. Et là, il n'est pas content parce que c'est pas le bon search result que j'ai importé. J'ai deux implémentations de search result et je dois importer la bonne, tout simplement. Et c'est celle-là, je pense, la première. Voilà, donc là, ça compile. Et donc, on va voir si le test passe. Toujours pas. Alors, pourquoi... Ouais, il faut que je renvoie aussi une authentification. En fait, je suis obligé, parce que je m'en... ah non, common model singleton. Ouais, common model singleton. Donc ça aussi, il faut que je le moque. Jusqu'ici, ça va, tout va bien. C'est bon. Il n'y a pas de choses d'interrogation, tout va bien. N'hésitez pas à intervenir. Tac, mock. Voilà. Le premier, c'est toujours le plus long à faire, mais après, une fois qu'on a créé tous les mocks qu'il faut, ça varie très peu d'un test à l'autre. Donc, on sera pas mal. Et donc là... je vais devoir créer un commun modèle. Et je vais devoir dire que quand j'appelle mon common model singleton, alors c'est quoi les paramètres? Local. Deuxième paramètre, c'est un user account VO. Voilà. Donc là, on n'a plus un objet nul. Voilà, test passe. Donc là, j'ai moqué tout ce qu'il fallait pour que le test passe. Maintenant, on va attaquer le truc vraiment sérieux, c'est je veux tester que j'ai appelé
le bon web service entre ces deux-là. Donc là, j'ai mon if-else. Je vais vérifier que j'ai appelé celui-là et pas celui-là. Donc je vais commencer par dire que je veux vérifier que j'ai pas appelé celui-là. Donc je vais rajouter un verify de IP service mock never. Voilà, donc never ou time 0, hein. Tout à l'heure dans mes slides c'était time 0, mais c'est à peu près la même chose. Je n'ai pas appelé AnyString, je n'ai pas appelé cette méthode-là, du tout. Donc là, par contre, il faut mettre des any. Autant tout à l'heure, je vous ai dit que sur les when, c'est mieux d'être le plus précis possible, quand vous pouvez. Autant ici, c'est mieux d'être le moins précis possible. Quand vous voulez vraiment vérifier que vous n'avez pas appelé la méthode du tout, peu importe les paramètres, là vous mettez any partout. Voilà. Ça dépend de votre besoin en fait. Any long. Any. Voilà. Donc, première assertion, je vérifie que j'ai pas appelé ce web service là. Deuxième assertion. Je vérifie que j'ai appelé ça. Je reviens une petite minute. Revoici. Tac, tac, tac. Donc ici, je vais vérifier que je l'ai appelé une fois, par exemple. Times 1. Et donc la méthode, c'est startIndex. Là, je vais être précis, par contre. Je vais vérifier que je l'ai bien appelé avec 0L, 100L, et une authentification. Et donc là, ça sera EC aussi. Voilà. Donc là, c'est ce que je voulais vérifier. Je veux vérifier que j'ai bien appelé cette méthode-là, pas celle-là. Et dans le test d'après, ça sera le contraire. Le test passe. Et donc, après, je peux varier. Hein. Par exemple, ici, je peux dire j'attendais 50. Et là, on va voir que le test ne passera pas. Voilà, il va me dire que il attendait 100 et il attendait 50 et il a reçu 100, le mock. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait vérifier. Donc là, on a vraiment les deux asserts les plus importants pour cette méthode-là. C'est vraiment ça les asserts qu'on veut tester dans la spec. On pourrait tester d'autres choses un peu. Par exemple, on pourrait vérifier que je redirige bien vers cette vue-là, puisque c'est aussi ce que est censé faire cette méthode-là, hein, initScreen, c'est de rediriger vers la vue IP management. Donc on va peut-être rajouter un assert en plus pour dire que model and view view assert that view point. Alors est-ce que j'ai la view name point equals to et je vais vérifier que c'est ça. On reteste le test. Voilà. Mais les deux assertions les plus importantes, c'est dans notre cas, c'est les deux verify. Voilà, ça passe. Donc là, j'ai un bon test. Hein, et donc, on va se baser là-dessus pour écrire les autres.
Et donc la méthode d'en dessous, en fait, on veut tester le contraire. Donc, c'est ce qu'on va écrire. On va récupérer tout ce code-là. Je vais déjà inverser mes asserts, parce que je sais déjà à l'avance que... Voilà, ça je veux vérifier que je l'ai appelé exactement une fois. Et ça, je veux vérifier que je l'ai appelé never. D'accord? Donc là, déjà... D'ailleurs, je crois qu'il y a once maintenant aussi dans Mockito. Non, at least once. Ou exactly once. Non. Bon, c'est pas grave, on va rester sur time 1 pour l'instant. Ici, je vais être un peu plus précis. Ici aussi. Je vais rajouter un terme égal 127 par exemple. Tac, et je vais lui dire ec terme. Voilà. Là on est bon. Mais le test ne va pas encore passer parce que concrètement j'ai juste déclaré un terme mais j'en fais rien. Donc on va vérifier que le test va péter. Et ensuite je vais faire ce qu'il faut pour que le test passe. Voilà, forcément. Hein. En fait là pour l'instant c'est quasiment le même test qu'en haut. J'ai juste déclaré une variable en plus et inversé les assertions, mais ça ne peut pas passer tant que j'ai pas dit que il fallait qu'il prenne cette requête là. Donc comment on passe la valeur request, comment on passe le terme? En fait il fait request.getParameter de terme param. Ça c'est un mock, donc je vais pouvoir prédire le résultat de ce mock là avec la méthode getParam. Le terme param il s'appelle terme. Donc ici je vais écrire le when qui me manque, donc je vais dire request mock quand tu m'appelles avec getParam qui s'appelle terme, donc ec terme, voilà, then return le terme 127, voilà, donc du coup automatiquement je vais récupérer un paramètre ici, et là mon test va passer. Non, null pointer exception. Alors pourquoi? Oui, parce qu'il faut aussi que, forcément, ici, il faut que j'inverse aussi. C'est-à-dire que c'est ma méthode searchBanIP que je dois prédire le résultat. En lui disant ec terme ici. Voilà. Et là, ça va passer. Non, toujours pas. Alors, 127, 0, 100. Non, oui, c'est 100 ici, c'est pas 1. Et ici, je veux qu'on vérifie qu'on l'appelle jamais, donc je préfère être plus large. Donc je vais mettre any long. Voilà. Ça passe. Voilà. Donc là, on a fait la même méthode, les deux cases possibles. Dans un cas, j'ai mon request qui me renvoie bien un terme qui a une valeur, et dans l'autre cas, j'ai mon request qui ne contient pas de valeur. Je vais pouvoir passer au blank terme. Donc là, j'ai déjà initialisé les trois valeurs pour lesquelles je voulais que ça ne passe pas. Donc là, je vais faire quand même une méthode, en fait, que je vais mettre en private pour faire trois méthodes de test. Je vais appeler string blank value.
Hop. Là, ça vaut le coup d'avoir un paramètre. Parce que c'est le même test que je vais répéter plusieurs fois. Donc, je vais vérifier. Normalement, c'est quasiment le même test qu'en haut. Je vais juste rajouter que quand on me demande ce paramètre-là, je dois retourner telle valeur. Blank value. Et je dois vérifier que c'est comme si j'avais pas le paramètre. Donc les assertions par rapport au premier test ne changent pas. Je vais créer 3 méthodes de test. Celle-là, je vais la renommer en assert with blank test. Je vais en faire qu'une pour l'instant. Et donc en fait, je vais vérifier avec chaîne vide. Je veux vérifier avec une chaîne avec des espaces simplement. Et je veux vérifier avec nul. Donc là, j'ai créé un assert un peu plus intelligent. Voilà. Donc c'est le même test, c'est juste que la blank value que je vais injecter ici, comme je veux tester chaîne vide, machin, j'ai préféré faire une méthode comme ça. Je pourrais faire 3 méthodes en fait. Mais là, pour aller plus vite, je vais faire comme ça. Je pourrais faire 3 méthodes en disant with empty term, with only space term, with null term. D'ailleurs, c'est ce qui serait mieux. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour rester cohérent, pour avoir un meilleur rapport de test, ça serait mieux. Je vais le tester. Ça ne passe pas. Alors, ça ne passe pas. Wanted one time, but was two time. Alors, c'est pas normal. Peut-être... Ah oui, c'est parce que c'est dans le même test. Ouais, donc on va partir sur écrire des tests différents. Tac. With un petit terme. De toute façon, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. With only space term. Et with nul terme. Voilà. Ok. Voilà. Donc celui-là, je le mets ici. Celui-là, je le mets là. Et là, on est bon. Et on va tester tout ça. On va tester tous les tests. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, tout passe. Et donc là, effectivement, j'ai évité la duplication. Parce que ça reste quand même assez trivial et assez lisible. Mais bon, il faut faire attention à ne pas faire trop de factorisation non plus dans les tests. Mais là, ça m'évite de réécrire ça. C'est exactement le même test, c'est juste que j'ai envie de tester 3 types de valeurs blanches différentes. Après, moi, ça m'aurait pas choqué qu'on réécrive tout à chaque fois. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave non plus. Hop. Alors, nominal, tac. Donc maintenant, il me reste les 2 derniers tests. Je veux tester que j'appelle ça et que j'appelle ça. Voilà, donc très simple. On va rajouter une IP que je veux bannir ou débannir. String IP addr égale 127.0.0.1 par exemple. Tac. IP, tac. Request mock. Et pareil ici.
Donc j'écris les deux tests en même temps parce que c'est sensiblement les mêmes. Je vais récupérer ce que j'avais mis ici parce que sinon on aura les mêmes problèmes. Voilà. Et je vais vérifier qu'il passe, sans rajouter les assertions tout de suite. Et c'est bon, j'ai plus qu'à rajouter une assertion qui va me vérifier que j'ai bien appelé la méthode de bannir et la méthode débannir. Donc ipservice point ban IP avec exactement la valeur IPADDR. Et qu'est-ce que je passe d'autre en paramètre? NI. Tac. Je vais vérifier dans l'autre que c'est la méthode unban que j'appelle. Voilà, donc je répète l'exécution des tests. Et ça passe. Et donc on a fini, on a fait la tâche 35, là, on a écrit tous les tests unitaires qu'il fallait pour cette classe. Donc vous voyez, en fait, c'est pas très compliqué finalement. Mais là, on a un test à peu près complet sur exactement ce que fait notre écran, de manière correctement découpée, qui teste vraiment des règles de gestion, hein, voilà, dans le scope de ce que ça fait, c'est-à-dire que je veux tester le front, je ne vais pas tester l'API, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je teste ce que j'appelle l'API avec les paramètres que j'ai envie, et j'ai à peu près tout. Donc maintenant on va faire la suite, on va committer, hein, on va faire le truc classique. Petit rappel avec la formation Git qu'on a eu auparavant. Issue le numéro de ticket. Add unit test for IP controller. Voilà. Je l'ai fait déjà. Hop, je push. Je vais avoir automatiquement une merge request qui va s'ouvrir sur GitLab grâce à notre pipeline. Tac. Donc on va voir, il y a un pipeline qui a dû se lancer normalement. Ah oui, j'ai mal nommé ma branche. Hein. J'ai mal nommé ma branche. C'est uProdit35. Et là, je vais avoir un pipeline qui va se déclencher. Voilà, exactement. Et là, normalement, je vais avoir une merge request qui va s'ouvrir. Voilà, celle-là. Où on va retrouver tous mes tests unitaires. Ils vont être joués dans le pipeline, dans la partie unit test qui est en cours, là, avec tous les autres tests unitaires. Donc on voit ici qu'il va jouer les tests unitaires UI, parce que c'est ça qui a changé. Et donc, je vais pouvoir déjà d'emblée mettre je merge si le pipeline est en succès. Donc, ça va automatiquement merger. Enfin, c'est votre viewer qui fait ça normalement. Et si le test passe, ça sera bon. C'est un peu plus long parce que là, c'est vraiment tous les tests unitaires de Prodit UI. Voilà. Alors sur uProdit, on a aussi des tests d'intégration qu'on verra peut-être dans une autre formation qui, eux, font vraiment des tests avec la base de données et une autre extension de GenUnit qui s'appelle DBUnit
qui permet d'insérer, de vérifier des choses dans la base de données, etc. etc. Voilà. On en parlera dans une autre formation. Ok, c'est passé, les tests sont passés. Donc normalement, on a juste les tests d'intégration qui ne sont pas activés puisque c'est que du front qui a été exécuté, donc ça passe. Donc normalement, ça a été mergé, ça y est, parfait. Donc je vais pouvoir revenir ici et dire que la tâche en question, elle est terminée. Tac, tac, tac. Doing. Hop, closed. Hop, voilà, c'est fini. Bah écoutez, je vais peut-être répondre en question et après je pense qu'on va faire la pause déjeuner puisque on s'approche des midi et puis d'ici là ça vous laissera aussi le temps de vérifier que vos postes ils soient bien installés pour cet après-midi. Pour cet après-midi ça sera plutôt de la pratique sur Python. Et la pratique sur Python ça sera, il vous faut juste Git et Docker et un éditeur genre Visual Studio Code. Donc dans les questions, est-ce qu'on peut utiliser parameter test pour tester 3 valeurs, etc. C'est équivalent aux 3 méthodes qu'on fait. Oui, je pense que j'ai déjà vu cette annotation quelque part dans les nouvelles versions de JUnit qui permettent de faire une matrice de valeurs en paramètres. Donc je la connais pas par cœur, mais je pense que oui. Voilà. Je ne l'ai pas montré dans mes slides, mais effectivement, je crois que JUnit a ajouté un truc qui permet de faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire de dire exécute-moi cette méthode de test là avec cette liste de paramètres. Voilà, c'est ça. Donc bien, bonne remarque. Et effectivement, ça aurait été une bonne idée. D'ailleurs, vu qu'on a un peu de temps, vu il nous reste 15 minutes avant la pause déjeuner, donc on va peut-être essayer de refactoriser notre test avec ce truc-là, que je ne connais pas bien, donc je vais le découvrir avec vous. Donc ça, Bildung, en général, c'est plutôt pas mal, hein, ces articles de blog à lui. Pourquoi JUnit Jupyter Param? J'ai peur aussi que ma version de JUnit elle soit un peu trop vieille. Donc on va voir ça tout de suite. Parce que uProject n'est pas un très très jeune projet. Hein, mais je crois qu'on est en 4, on n'est pas en 5. Donc je vais vérifier déjà le pom.xml de version. Ouais, on est en 4.12, c'est bien ce qui me semblait. J'ai peur qu'il y ait des break-in change, donc je ne vais pas tout de suite changer la valeur je ne vais pas tout de suite upgrade JUnit, mais on va voir si cette méthode-là, si cette annotation-là existe. Non, elle n'existe pas. Donc on ne va pas pouvoir faire cette démo, parce qu'on est sur une version trop vieille de JUnit. Voilà. Mais si vous faites du JUnit 5, et c'est bien de partir directement sur les dernières versions, vous pourrez faire ça. Voilà. Donc, désolé. Et je vais pas essayer tout de suite d'upgrade en JUnit 5. À mon avis, je vais avoir quelques break-in change sur le projet. D'accord? Ok. D'autres questions? Ah oui, à quoi sert never et times 1? Bah, c'est ce que je disais, en fait, never, ça va vérifier que je n'appelle jamais cette méthode-là, que je l'appelle aucune fois. Times 1, ça veut dire que je veux vérifier que je l'ai appelé exactement une fois. Après, je peux dire, je veux vérifier que je l'ai appelé 2 fois, 3 fois, etc., autant de fois qu'on veut. Il y a aussi at least once, si je veux vérifier que je l'ai appelé au moins une fois. J'ai aussi at least 2 fois, par exemple, je veux vérifier que je l'ai appelé au moins 2 fois. Donc c'est vraiment pour vérifier combien de fois je vais appeler cette méthode-là. Avec Mockito, c'est assez puissant. Je vérifie pas seulement que les valeurs des paramètres avec lesquels je l'ai appelé, mais aussi la valeur avec qui je l'ai appelé. Il y a un truc que je voulais vous montrer, que j'ai pas eu le temps de montrer, c'est les arguments de capteur. Donc je vous en ai déjà parlé à ceux qui ont fait des tests, et je pense que ça a du sens, et que c'est un oubli de ma part.
Des fois, on a envie d'aller plus loin dans les verify. Par exemple, là, je veux vérifier ce truc-là, le any. Je voudrais bien vérifier ce qu'il y a dans cet objet. Que je veux bien vérifier que j'ai passé à mon verify la valeur de l'utilisateur connecté et qui a les droits d'admin. Donc, on va rajouter des choses dans cette classe de test. Je ne vais pas le faire dans tous les jeux, dans tous les test cases, mais le faire au moins une fois, c'est bien. Donc, je vais rajouter un captor. Auth captor, par exemple. Voilà. Ici, je vais lui dire, au lieu de faire un any, je vais capturer le paramètre qui a été passé ici. Et je vais pouvoir faire des assertions dessus après. Je récupère la valeur haute du captor, en fait, get value. Et je vais par exemple vérifier qu'elle n'est pas nulle. Auth.is not null. Voilà. Il faut aussi que dans mon mock connected user singleton .get connected user .get current auth, je retourne à un objet qui soit pas nul. Et par exemple ici je vais mettre un username, je vais mettre mon mail par exemple. Voilà. Ok. Et donc là je vais vérifier que l'utilisateur que j'ai passé, la session que j'ai passée ici, c'est bien celle qui correspond à celle-là. D'accord. Donc je vais rajouter point. Alors si on revient sur la formation, c'était je revienne sur les slides. Recent. C'était ça, tac. Assergy, je reviens sur les slides. Extracting c'est bien. Extracting, tac. Ça, je vais le garder. Ouais, normalement, j'aurais pu faire extracting ici, je comprends pas. Ouais, si, je peux. Auth. D'ailleurs, je peux mettre username directement en paramètre, hein, comme ça. Voilà. On revérifie. Ça ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est un tableau. Ouais, c'est ça. Ouais, extracting me renvoie une liste. Donc, il faut que je remplace is equals to par contains only. Contains exactly, voilà, c'est ça. On repasse. Alors là, je vais devoir créer une nouvelle branche parce que du coup, je vais garder ça. Je vais revenir dans 5 petites secondes. Hop. Donc je vais pusher une deuxième branche
avec ce nouveau commit 35-2. Improve assertions. Tac. Donc là, je vais avoir un deuxième merge request qui va se créer. Hop. Ouais, ça va vite. Donc là, je vais voir mon changement. Ouais, c'est bon. Tac. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que peut-être que je suis allé un peu vite. Ma formation, elle n'était pas à jour sur les arguments de capteur, je pense, ou alors on a passé le slide un peu vite. Les arguments de capteur, ils vont nous permettre de rajouter des assertions plus précises sur les verify. C'est-à-dire que verify, ok, je vérifie les paramètres que je vais appeler, mais comme vous pouvez le constater ici sur l'écran, ça marche assez bien quand c'est des valeurs simples avec les matchers. Par exemple, je vérifie que je l'ai appelé avec 0, 100, mais quand c'est un objet, s'il n'est pas exactement equals, ça va être compliqué de le faire avec des matchers. Et c'est là-dessus que les arguments de capteur ils vont être utiles. Par exemple, c'est pas exactement la même référence d'objet Java qui va être envoyée, mais je veux vérifier que le nom de mon objet il contient bien quelque chose de cohérent. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ici, je lui ai dit que quand tu appelles ce singleton-là, tu renvoies un objet authentication criteria qui a ça. Là, je vais vérifier que mon truc il contient la même chose. Ça peut être utile aussi quand c'est pas le même objet. Par exemple, vous faites une copie. Par exemple, vous faites une copie de classe dans une autre classe. Vous faites une transformation d'un objet VO en objet DTO ou je sais pas quoi. Ben, vous voulez peut-être vérifier que le VO que vous allez envoyer à votre web service, il contient bien l'objet, la même valeur de mail que ce qu'il y avait dans l'objet de présentation. Vous ne pouvez pas faire une comparaison equals, mais vous pouvez vérifier que le champ username, c'est la même valeur. Voilà. Donc c'est sur ce genre de choses-là que les arguments de capteur, ils sont pratiques. C'est presque comme les matchers, mais en fait, ça vous permet de capturer pendant que le mock est appelé. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, je vais revenir là-dessus. Vous voyez dans les paramètres, je l'ai mis capture. Donc là, ça veut dire, vas-y, vérifie-moi celui-là, celui-là, capture-le-moi, je vais le vérifier juste après. Et c'est ce que je fais ici. Ensuite, je vais prendre la valeur qui est capturée, je la sors dans une variable et je rajoute des assertions dessus. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec Mockito de plus intéressant. Après, il y a toujours des évolutions, des choses comme ça. Mais voilà, là, on a un test encore plus complet avec une assertion que je pourrais répéter dans tous les autres, mais pour moi, ça suffit de le rajouter dans un seul des tests. C'est pas la peine de le répéter 1000 fois. Voilà. Ok. Très bien, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve dans une heure, on va dire, on se retrouve à 13 h. Ça laisse le temps d'aller déjeuner pour la suite de la formation. Et la suite, ça sera sur Python. Et d'ici là, vous pouvez essayer de vérifier si vos posts, ils ont tout ce qu'il faut. Donc Visual Studio Code ou un autre éditeur, PyCharm par exemple, selon votre préférence. Git et Docker. C'est pas la peine d'installer toutes les dépendances Python. En fait, j'ai fait un conteneur pour éviter qu'on ait chacun à télécharger les dépendances pour l'appli. Voilà. Donc on se retrouve dans une heure. À plus.